En France métropolitaine, plus de 5 millions de personnes résident en zone inondable. Les hommes et les activités sont, il est vrai, principalement localisés dans les vallées et sur le littoral. Pas étonnant dans ce contexte que le risque inondation soit le premier risque naturel par l'importance des dommages qu'il provoque et le nombre de communes concernées, 16 000 en l'occurrence, dont 300 agglomérations. Rien qu'entre 2014 et 2020, les 5 dernières grandes crues ont provoqué la mort de 60 personnes et causé près de 3 milliards d'euros de dégâts. Souvenez-vous, le 15 octobre 2018, des inondations dévastent une partie du département de l'Aude. 15 morts et des centaines de millions d'euros de dégâts. 2 ans plus tard, en octobre 2020, la tempête Alex laisse un souvenir amer aux habitants de la vallée de la Roya. La crue fait 9 victimes. Le montant des travaux de la reconstruction des routes, des ponts et des réseaux d'eau et d'électricité, très vulnérables, s'élève à plus d'1 milliard d'euros. Dans l'Aude, comme dans les Alpes-Maritimes, les chantiers de remise en état sont toujours d'actualité. Plus près de Montpellier, en septembre 2002, c'est le Vidourle qui est sorti de son lit en raison d'importants cumuls de pluie fréquents dans la région à l'automne. Sommières est inondée sous plus de 4 mètres d'eau par endroit. Le débit du fleuve atteint 2400 mètres cubes par seconde. À titre de comparaison, c'est autant que durant le pic de la crue centenale de la Seine à Paris en 1910. Les inondations survenues voici 20 ans à Abbeville continuent de hanter les sinistrés de la vallée de la Somme. Des épisodes spectaculaires comme ceux de Nîmes en 1988, de Vaison-la-Romaine en 1992 et de La Faute-sur-Mer en 2010 ont durablement marqué les territoires et précipité, avec des résultats variables, l'évolution de la doctrine fondée sur les endiguements, mais aussi l'alerte, la prévision, la planification et la culture du risque. À l'échelle européenne, la situation n'est pas meilleure. Plus de 100 inondations majeures sont survenues entre 1998 et 2004. Elles ont entraîné 700 décès et 25 milliards d'euros de pertes. Le législateur européen a d'ailleurs adopté une directive inondation en 2007. Celle-ci définit le cadre dans lequel les États membres de l'Union organisent leur politique de gestion du risque inondation dans le but d'en réduire les conséquences sur la santé, l'activité économique et commerciale, l'environnement et le patrimoine culturel. Plus récemment, et toujours en Europe, des inondations ont eu lieu en 2016, de fin mai à début juin, en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en Moldavie, en Roumanie et en France. Vous vous souvenez peut-être des inondations de la Seine. Ces crues ont entraîné la mort d'une vingtaine de personnes, majoritairement en France et en Allemagne, et les dommages matériels sont évalués à plus d'1 milliard d'euros. Alors, de quoi parle-t-on exactement lorsqu'il est question de risque inondation ? Il existe 4 grands types d'inondations, à savoir les inondations par débordement de cours d'eau, les inondations par ruissellement pluvial, les plus fréquentes, les inondations par remontée de nappe, et enfin, les inondations par submersion marine. Précisément, le risque inondation se définit comme le croisement d'un aléa et des enjeux. L'aléa désigne un phénomène naturel d'occurrence et d'intensité donnée. Les enjeux sont les personnes, les constructions et les aménagements exposés à l'aléa. Autrement dit, il n'y a pas à proprement parler de risque si les zones inondables ne sont ni habitées ni aménagées. C'est pourquoi la politique relative à la gestion du risque inondation consiste à s'en protéger, mais aussi à limiter la concentration des enjeux en zone inondable. Pour s'en protéger, digues et barrages écrêteurs de crues sont utiles dans le cas des inondations petites et moyennes. En revanche, ces dispositifs se révèlent par endroits insuffisants lors des crues exceptionnelles. Les digues peuvent être entre guillemets débordées ou bien rompre, en particulier si elles sont mal entretenues. Or, le linéaire total de digues recensées dans la base de données de l'État s'élève à 9000 km en France métropolitaine. Les barrages aussi ont des capacités limitées, même s'ils sont efficaces dans la plupart des cas. Pour preuve, ceux situés dans le bassin amont de la Seine ont été décisifs lors des crues de 2018. A contrario, en limitant l'impact des petites crues, ils contribuent à effacer d'une certaine manière ce risque de nos mémoires. En résumé, le recours au génie civil est stratégique, mais les protections structurelles ne nous protègent pas de toutes les inondations, d'où l'existence d'un second volet de la politique relative au risque,
c'est la planification. Dès 1935, suite aux crues catastrophiques du Tarn et Garonne, un décret-loi institue les plans de surface submersible. L'idée, déjà, est de réduire les constructions en zone inondable. C'est beaucoup plus tard, en 1982, que sont adoptés les plans d'exposition au risque inondation pour délimiter précisément les zones de risque inondation. En 1995, avec la loi Barnier, les plans de prévention des risques inondations sont mis en place. Ce sont les documents que nous continuons d'utiliser aujourd'hui, bien qu'ils évoluent au fil des années et des retours d'expérience. Le PPRI est un document cartographique et réglementaire rédigé par l'État et définissant les règles de constructibilité dans les différents secteurs d'une commune qui sont soumis au risque inondation. Ainsi, les risques auxquels sont soumis les sols sont répertoriés et la gestion du risque, lors de l'aménagement des territoires, est rendue plus efficace. Reste qu'une mauvaise connaissance ou une mauvaise modélisation de l'aléa des secteurs à risque peut entraîner la mise en place de projets d'aménagement sur des zones inondables. De surcroît, le réchauffement climatique modifie, alors dans quelle mesure exactement, la fréquence et l'intensité des extrêmes hydrologiques, c'est-à-dire les étiages et les crues. Concernant les crues, le problème réside moins, en fait, dans le réchauffement climatique que dans l'aménagement irrationnel des zones inondables. Les territoires ruraux et périurbains cherchent en effet à attirer des entreprises et de nouveaux ménages en multipliant les zones résidentielles, industrielles ou commerciales. La pénurie de gisements fonciers, les facilités d'accès ou des terrains à bâtir à vil prix sont autant de facteurs qui les ont poussés à urbaniser des zones inondables, au point qu'il faudrait désormais désurbaniser. C'est le cas dans le Gard et dans l'Hérault, par exemple, dans des secteurs touchés à répétition par des inondations. Dans les métropoles, la difficulté consiste à conjuguer l'impossible, c'est-à-dire à composer avec des injonctions contradictoires. Il faudrait répondre aux besoins légitimes de logements, de bureaux, d'équipements, les localiser dans l'agglomération plutôt qu'à l'extérieur afin de réduire les bilans carbone des habitants et des entreprises, tout en évitant les zones inondables, alors que ces mêmes zones inondables sont souvent les seules à n'avoir pas été déjà réaménagées. Ce faisant, de vastes friches industrielles et portuaires inondables font l'objet de projets urbains qui, mécaniquement, augmentent le risque pour leurs futurs habitants ou bien l'aggravent ailleurs. Vous l'aurez compris, les deux premiers volets de la politique de gestion des risques, c'est-à-dire les mesures de protection structurelle et la planification, ont une portée relativement limitée. C'est pourquoi les pouvoirs publics ont développé la formation des aménageurs, la culture du risque et mis en place des systèmes d'alerte et de prévision efficaces. Maîtres d'ouvrage, publics et privés, et concepteurs, c'est-à-dire architectes, urbanistes, paysagistes, ingénieurs, sont mieux formés que par le passé au risque inondation. Le quartier de Matra à Romorantin est souvent cité en exemple, à juste raison d'ailleurs. Mais les exemples de quartiers résilients, c'est-à-dire en mesure de redémarrer rapidement après une crue, sont encore rares. Beaucoup reste à faire en matière de formation, dans les écoles d'ingénieurs, d'architecture et bien sûr auprès des élus, des habitants, des commerçants et des entreprises. Les diagnostics de vulnérabilité qui se généralisent contribuent également à sensibiliser l'ensemble de ces acteurs. La possible refonte du système CatNat, basé sur la solidarité nationale, peut aussi inciter ces acteurs à prendre davantage en compte l'inondation lors du choix d'un site et durant la conception de leur projet. De leur côté, les plans communaux de sauvegarde, les PCS, se généralisent aussi peu à peu. Ils ont pour objectif de prévoir l'organisation nécessaire pour assurer l'alerte, l'information, la protection, ainsi que le soutien de la population au regard du risque inondation. Un PCS repose sur le recensement des vulnérabilités, des risques et des moyens disponibles sur la commune. Mais il y a d'autres outils, comme le DICRIM, c'est-à-dire le document d'information communale sur les risques majeurs. Il informe sur la conduite à tenir et les consignes à appliquer en cas d'alerte. La pluie étant la principale cause des inondations, les prévisions météo jouent un rôle essentiel dans la prévention du risque. Météo France vous alerte désormais sur votre smartphone en cas de risque. Les pouvoirs publics ont globalement beaucoup progressé dans ce domaine. Et, grâce à ces services de prévision des crues, l'État assure la surveillance de 22 000 km de cours d'eau.
Il existe également des services d'astreinte hydrométéo dans les métropoles qui permettent de surveiller les hauteurs d'eau lors de fortes pluies. À Montpellier, par exemple, le dispositif Ville en alerte livre aux autorités une information partagée et fiable pour anticiper les moyens à mobiliser. La gestion des risques est donc désormais très largement décentralisée et partenariale. En témoignent plus encore les PAPI. Lancés en 2002, les programmes d'action et de prévention des inondations sont des outils de contractualisation associant l'État aux acteurs locaux. Leur objectif est la réduction des conséquences des inondations grâce à une approche globale du risque à l'échelle du bassin versant ou d'une partie de bassin versant. Entre 2003 et 2009, les PAPI dits de première génération ont mobilisé environ 1 milliard d'euros pour une cinquantaine de programmes couvrant 25% du territoire national. Les PAPI de seconde génération se veulent moins axés sur les travaux et conformément aux exigences de la directive inondation, ils porteront sur l'ensemble des types d'inondations, y compris les submersions marines. Dans un autre registre, il y a la GEMAPI, un acronyme qui signifie Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. La GEMAPI, donc, favorise en théorie les synergies entre les services déconcentrés de l'État, les collectivités et les syndicats de bassins versants. C'est une nouvelle compétence qui découle des dernières lois de décentralisation, à savoir la loi MAPTAM de 2014 et la loi NOTRe de 2015. Ces deux lois ont, après la transposition dans la loi Grenelle 2 de 2010 de la directive inondation de 2007, précisé la gouvernance de l'eau et des milieux aquatiques, ainsi que les obligations des collectivités en matière de prévention des inondations. Elles sont accompagnées d'un nouveau cadre. C'est la stratégie nationale de gestion du risque inondation de 2014 qui est à décliner par bassin en plan de gestion des risques d'inondation sous la responsabilité du préfet coordonnateur de bassin. En conclusion, l'action des pouvoirs publics en matière de gestion des inondations est assez ancienne. Elle repose sur des dispositions réglementaires et contractuelles à la fois nombreuses, évolutives et variées. Il faut retenir que la doctrine de l'État a profondément changé. Il ne s'agit plus seulement de lutter contre les inondations en ayant systématiquement recours au génie civil, mais bien davantage d'apprendre à vivre avec les inondations. Cela suppose une articulation entre aménagement et gestion des risques. Cela passe par le respect de la géographie des sites que l'on compte aménager et, dans certains cas, par le fait de renoncer à des projets dès lors que les usages sont incompatibles avec l'aléa. Il est du ressort des géographes, régulièrement confrontés aux inondations et aux enjeux d'aménagement, d'accompagner les territoires dans cette transition et d'imaginer avec eux des projets qui concilient eau et développement.